Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre nouvelle édition de On ne vous dit pas tout. La Chine est un pays en voie de développement, tout le monde le sait, parce que le niveau de son PIB reste faible ou moyen. En 2018, tout le monde sait que le PIB par habitant de la Chine était de 9 608 $ et occupait le 67e place dans le monde. Loin derrière, par exemple, de celle de France. La France, c'est le 19e rang avec un PIB par habitant de 42 878 $. Vous voyez? Une autre preuve à l'appui que la Chine reste un pays en voie de développement, c'est le développement en ville et à la campagne. Il y a une sacrée différence. L'énorme différence de développement en ville et à la campagne, il y a 5. En chinois, on dit wu tong, mais en langue française, c'est 5 critères d'accès, 5 critères d'accès essentiels au développement. C'est l'accès aux routes, l'accès à l'électricité, l'accès à l'eau, l'accès à Internet et l'accès à la téléphonie. Et la bonne nouvelle, c'est qu'à la fin de 2018, ces 5 accès, 98% des villages répondaient déjà à ces critères en Chine. La statistique de cette année n'est pas encore arrivée, mais il me semble que à la fin de 2019, ces 5 critères à la campagne devaient répondre à 100%. Donc c'est un phénomène important. Nous sommes aujourd'hui très heureux d'avoir 2 invités pour nous donner leur explication, essayer de comprendre ces critères, ce que signifient ces critères pour la Chine. Alors, mes 2 invités, d'abord, c'est M. Ting Yifan, un expert en économie et en politique, qui a d'ailleurs obtenu son doctorat en France. Il connaît bien la Chine, l'Occident. Bonjour Ting Yifan. Bonjour. Et puis M. Lofty Megedem. Bonjour, vous Bonjour. êtes algérien, vous travaillez pour la radio internationale de Chine. Voilà. Merci aussi d'avoir accepté mon invitation. Alors, ma première question est à Ting Yifan pour nous donner une explication. C'est que 5 critères, l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité, etc. Que cela signifie? Alors, expliquez-nous pourquoi ces 5 critères. En fait, oui, ce sont les critères de ce qu'on appelle. En fait, depuis longtemps, le gouvernement avait pris comme objectif du développement la modernisation. Ces critères répondent aux efforts de la modernisation. Si on rentre à la campagne chinoise moderne, il faut que les habitants de la campagne aient accès à des services de la modernité, c'est-à-dire la communication, le transport et l'eau courante, le traitement des eaux, etc. En fait, pour ce qu'on appelle les 5 critères de l'accès à la modernité, il y a toutes sortes d'interprétations. Il y a ce que vous pouvez expliquer comme l'accès aux routes, donc au transport, l'accès à l'eau courante, l'accès à l'électricité, l'accès à la téléphonie ou à la télécommunication. C'est-à-dire, il y a autre explication. Il y a ça, mais il y a aussi la télécommunication, veut dire à la fois la téléphonie, mais aussi l'Internet. Les 2 ensemble. Il y a une autre explication, cela veut dire qu'à part ça, il y a aussi le système d'évacuation des eaux usées, et des déchets, etc. Ça aussi, ça fait partie de la modernité. Donc, cela dépend. En tout cas, les critères de ces accès aux services modernes veut dire tout simplement si on a suffisamment bien fait pour que la campagne chinoise réponde aussi à ces services de la modernité, en fait. Alors, Lofty, vous êtes un voyageur dans le monde entier, vous connaissez le monde. Alors, d'un point de vue international, est-ce que ces 5 critères d'accès
sont banales ou c'est rare? Alors, d'après vous, dans les pays développés, par exemple, c'est déjà quelque chose de tout à fait banal, ou dans des pays en voie de développement, c'est plutôt rare. Vous savez, quand on parle de critères, comme il a expliqué M. Dean, c'est une standardisation. Oui. C'est les 5 critères que le gouvernement chinois a mis pour visualiser son développement, c'est-à-dire pour permettre au cadre du gouvernement chinois, au gouvernement central, mais aussi au gouvernement au niveau local, de voir l'évolution des campagnes ou des villes chinoises, sachant que 70 ans après la création de la République populaire de Chine, il y a plus de 672 métropoles en Chine. C'est-à-dire, on voit le nombre croissant des villes, c'est-à-dire il y a un développement en matière de villes. Mais vraiment, c'est-à-dire, moi je pense, les 5 critères sont posés par le gouvernement chinois, ça répond à sa politique de développement intérieur. On ne peut pas comparer le développement de la Norvège, le développement de la France, ou le développement de la Hollande, ou le développement de la Belgique avec celui de la Chine. La Chine, et d'ailleurs le président chinois l'a dit, la dernière réunion du Parti communiste chinois, il a dit la Chine c'est le plus grand pays au monde en voie de développement. Donc la messe est dite, comme on dit. C'est ça les grandes orientations. La Chine est un pays, c'est vrai, avec ses politiques d'ouverture il y a 40 ans, la Chine a enregistré un boom de développement économique inégalé dans l'histoire de l'humanité. Et ça, personne ne peut le contester. Mais il reste beaucoup de choses à faire. C'est un équilibre. Il y a aussi, quand on prend la carte de la Chine, on voit que la bande côtière est plus développée que l'intérieur. Voilà, que l'intérieur. Si on aille vers le centre de la Chine, l'ouest, on voit l'écart de développement. Mais je pense, comme il l'a expliqué, je reviens à lui, parce que les critères, je pense que c'est des critères de base qui répondent à... je pense que c'est juste pour répondre à un souci de gestion au niveau local. C'est-à-dire quand il y a des décideurs au niveau local, quand il y a des maires, quand il y a des présidents de région, ils doivent, ou de province, ils doivent répondre à ça. D'abord, qu'on appelle les moyens de communication, ou que ce soit les moyens de communication traditionnels ou modernes, c'est les voies d'Internet, c'est, comme il a expliqué, l'électrification, et c'est tout ça. On reviendra sur ce point, parce que pour les 3 accès, premier accès à la routière, alors c'est l'électricité, l'accès de l'eau, ça c'est normal pour la vie courante des gens. Ce n'est pas tellement évident. Ah bon? La Chine est le premier pays au monde à réaliser, à connecter tous les villages, aussi petits soient-ils, aussi loin soient-ils, à un réseau routier national. C'est le seul pays au monde. Ah bon? C'est le seul pays au monde où tous les villages, au fin fond du monde, cachés dans les montagnes, croyais que c'est... Non. Dans les pays développés, c'est déjà... ils sont loin de là. Ils sont loin d'arriver à cela. Dans certains pays développés, les gens sont en train de fuir les villages. Regardez le cas de la France. Il y a beaucoup de villages qui mettent la clé sous la paillasson parce qu'il n'y a plus de réseau de santé, il n'y a plus de prise en charge au niveau de ces petits villages. La problématique, elle est là. Le routier et l'électricité, l'eau courante? Ça aussi. Regarde, la Chine tout de même est un pays de plus de 1,3 milliard d'habitants. Et tout le pays, tout le territoire est équarri. L'assurance de l'électricité, il n'y a pas de panne d'électricité, etc. Ça, ce n'est pas facile. Même dans un pays très développé comme les États-Unis. Cette année, la Californie est tombée dans le noir parce que mais dans la région de New York, etc., parce que leur réseau électrique est tombé en panne très souvent parce qu'il est trop vieilli. Donc ils ont besoin d'investir davantage pour moderniser, c'est toujours bon, pour moderniser leur réseau électrique. Et là, la Chine a fait un effort. Regardez de loin, par satellite, on voit le territoire chinois illuminé partout, etc. C'est l'électricité de la Chine. Mais en plus, nous avons des technologies de transmission de l'électricité, de courant, par des hypertensions. Donc, ce qui fait que
nous avons la capacité de transmission à grande distance. L'électricité est produite pour l'essentiel en Chine par la partie ouest, alors que les régions qui utilisent, les régions les plus industrielles qui utilisent beaucoup d'électricité sont sur la côte est de Chine. Donc il y a une grande distance et la Chine a développé une technologie très spéciale pour cela et qui sera très utile dans l'avenir pour beaucoup de pays en développement parce qu'ils ont besoin de ce genre de technologie pour la transmission de courant ou d'électricité à très grande distance. Et ça, la Chine est le seul pays qui possède cette technologie. Mais quand même, la campagne chinoise, la vie quotidienne est encore laisse beaucoup à désirer. Vous, étant un étranger, vous connaissez la campagne chinoise. Alors, pour vous, la vie quotidienne des paysans, quels sont les domaines où il faut se développer encore? Oui, j'ai eu la chance de visiter beaucoup de campagnes en Chine. J'ai eu la chance de visiter peut-être toutes les provinces de Chine. Toutes les provinces? Oui. Oh là là, félicitations, même moi je n'ai pas... J'ai eu la chance, il me manque juste l'île de Sanya, mais ça je vais le faire en vacances, pendant les vacances, c'est pas un problème. Mais là, quand on voit vraiment au niveau local, on voit cette volonté de changer les choses. Et il y a la dernière visite que j'ai effectuée dans des villages éloignés du Xinjiang, où avec des habitants, avec des agriculteurs qui étaient développés, c'est-à-dire qui étaient aidés par une équipe de Alibaba, comment mettre leurs produits direct vers le consommateur. C'est-à-dire, c'était des paysans conformes à comment gérer sa plateforme, son magasin sur Internet, comment utiliser Internet. C'est vrai que la campagne, il y a, pour celui qui est sur Pékin ou sur Shanghai ou Tianjin, quand il voit la campagne, il voit la différence, c'est-à-dire en architecture, dans les rues, c'est-à-dire même la vie, c'est-à-dire on voit qu'il y a de tendances. Mais en se baladant dans les petits villages, on voit qu'il y a des routes, il y a de l'eau, les routes sont propres, il y a des espaces verts, il y a de l'électricité. On peut utiliser son téléphone pour avoir la 4G. Dans un hôtel, il y a la connexion. Internet. On peut appeler un taxi, on peut prendre un bus, les moyens de transport, même si ce n'est pas la même chose comme une grande ville. Mais tout ce qui est basique pour un citoyen lambda, y est. Maintenant, après, la richesse, je pense, c'est avec le temps, il ne faut pas oublier. Moi, je dis 70 ans dans l'État, 70 ans dans l'histoire d'une nation, vous savez, ça représente juste deux générations. Deux générations, c'est-à-dire le gars qui est né en 49, il vit encore. Il a pu voir de ses propres yeux le développement de son pays. Donc, dans l'histoire d'un pays ou dans une civilisation, 70 ans, c'est comme deux gouttes dans un océan. Et là, je pense qu'avec les politiques, moi je reviens, parce qu'on parle souvent, quand on parle du développement, c'est la standardisation des standards. C'est-à-dire, on ne peut pas utiliser les standards qu'on utilise en Allemagne à ceux qu'on utilise en Chine. D'ailleurs, j'ai vu que pendant comment on l'appelle, l'agenda du développement 2030 de l'ONU, il y a en 97 jusqu'en 2001, il y a eu une passation de la création de ce qu'on appelle le standard du niveau humain, le HIE. C'est-à-dire, c'est des standards, on essaye de rentrer beaucoup de paramètres et de facteurs, mais est-ce que le standard qu'on utilise aujourd'hui pour les États-Unis est le même qu'on doit utiliser pour la Chine? Oui. Pour ces trois premiers critères d'accès, on comprend. Mais pour les Internet, téléphonie, etc., ce n'est pas un peu trop luxueux pour un paysan chinois? S'il veut se développer, est-ce qu'il a vraiment besoin de savoir, par exemple, pourquoi Turquie a fait cette guerre contre les Kurdes? Est-ce que... Non, c'est pas ça. Parce que ça, c'est l'accès à l'information. Oui. Est-ce qu'un paysan a vraiment besoin d'Internet pour connaître tout ça? Non. Mon ami a très bien expliqué à quoi pourrait servir l'Internet pour un paysan caché au fin fond du monde. Oui. Justement, parce que nous avons ce réseau de télécommunications 4G qui couvre plus de
Bientôt 5G. 90% du territoire chinois est couvert par le service 80, Voilà. de 4G. Et bientôt par le service de 5G. Et c'est quelque chose d'inouï parce que ça permet tout le monde, des paysans, etc., d'avoir accès à l'Internet et de vendre leurs produits d'abord au marché national, puis au marché international. Il arrive que des paysans au fin fond de Sichuan réussissent à vendre leurs produits au marché américain par l'Internet. Par l'Internet. Voilà, c'est inimaginable il y a 20 ans. C'est inimaginable parce que sans ce service de l'Internet, ce service de vente par Internet, etc., par les tuyaux traditionnels du commerce international, etc., jamais un produit chinois pourrait atteindre le marché international. Ce qu'on appelle un produit du tiroir, c'est-à-dire de terroir. C'est un produit qui est localisé, c'est-à-dire on parle peut-être d'un piment, d'un poivron de Sichuan qu'un Chinois peut utiliser à Washington ou à New York. Chose qui n'est pas, qu'on ne pouvait pas faire avant. Mais juste pour rebondir, vous savez, quand on parle de technologie, il y a beaucoup, on omet un autre paramètre. Quand les sociétés, la société mondiale ou tous les pays du monde ont passé de la 2G à la 3G, vous savez, à chaque fois qu'on fait un passage technologique, le PIB il augmente de 1,5% sur le plan technologique. Maintenant, on passe de la 4G à la 5G. Mais les gens oublient que derrière, on est aux portes de la quatrième révolution économique. C'est la révolution industrielle, oui. C'est ce qu'on appelle la révolution de l'intelligence artificielle. Et de là, bien sûr que l'agriculteur ou celui qui vit à la campagne, au fin fond de Sichuan ou du Ningxia, il a besoin. Vous savez, maintenant, avec la 5G, il pourra utiliser son potage avec son téléphone pour irriguer, si on veut protéger de l'eau, parce qu'on parle maintenant de développement durable. C'est-à-dire, moi, en tant qu'agriculteur, j'ai mon application sur mon téléphone et ça existe déjà. Je mets un capteur au niveau de mes sols avec mes cacahuètes ou mes pistaches et je gère la gestion d'eau avec mon téléphone portable. Et c'est la même application, c'est le même réseau d'Internet qui va me permettre de mettre mon produit qui est produit à des critères labellisés. C'est ça, je pense qu'on va aller vers ça, labellisé bio dans des terres, ce qu'on appelle les produits labellisés. Et c'est tout ça, on prend ce produit, je le mets sur une plateforme, sur le marché chinois, ou sur le marché international. La culture, la Chine, c'est la deuxième économie du monde. Le monde s'intéresse à la Chine. Les Chinois, c'est les plus grands touristes au monde. C'est 130 millions de Chinois qui voyagent à travers le monde. Et tout ça, il fait en sorte, quand on voyage, on va demander. Moi, j'ai discuté avec des responsables du tourisme, par exemple en Égypte ou au Maroc. Maintenant, ils me parlent de recruter des chefs chinois. Et donc, si je dois préparer la cuisine du Sichuan au Maroc, à Casablanca, au Caire ou à Paris, il me faut le petit pepperoni ou le petit... Et c'est tout ça. Et c'est cette dynamique-là qui va permettre aux compagnies chinoises, je pense, à travers Internet, d'évoluer. Mais à travers Internet, il y a quand même la barrière linguistique, barrière culturelle. Oui, non. Avec l'intelligence artificielle, ça va se résoudre automatiquement, sans problème. Je pense, pour moi qui ne parle pas chinois, l'Internet, moi je dis, je ne sais pas si j'utilise WeChat, quand je ne comprends pas, j'écris en français et il me traduit en chinois. Donc dans une plateforme, on n'a pas besoin, on a besoin juste d'informations de base. Et l'interface, pour moi, pour l'agriculteur chinois, l'interface, elle est en chinois. Celui qui achète son interface est en français, en anglais. Et c'est le cas pour une application que j'utilise, que j'adore, elle s'appelle Didi pour les taxis, où le chauffeur chinois, où le chauffeur chinois, il utilise le chinois et moi, je lui texte en anglais, on s'arrive à se comprendre. J'ai des messages préenregistrés, et c'est ça la technologie. Alors, tout à l'heure, j'ai déjà parlé de la pauvreté à la campagne chinoise, parce que vous savez, en Chine, il y a encore à peu près, 10 millions, je crois, de gens vivent à la campagne sous le seuil de pauvreté de l'ONU. Non. Aujourd'hui, c'est dépassé. C'est des chiffres très anciens. Aujourd'hui, on sait qu'il nous reste encore 11 à 13 millions de personnes qui vivent encore sous le seuil de la pauvreté.
C'est le chiffre de cette année. Alors, ces 5 critères d'accès, est-ce que ça peut les aider à sortir du seuil de pauvreté? Parce que, vous savez... Oui, bien sûr. En fait, ces 5 services, accès aux services communs, aux services publics, etc., sont très importants parce que, en fait, qu'ils soient riches ou pauvres, les populations ou les habitants bénéficient du même service public. Donc, plus on améliore les niveaux d'infrastructure, plus on crée une espèce d'équilibre social. Parce que les pauvres, comme les riches, peuvent toujours bénéficier du même service public. Ça, c'est l'avantage du développement du service public. À part ça, il y a des mesures concrètes précises, on appelle ça des mesures précises, d'assister la population pauvre afin de les sortir de la pauvreté. En fait, l'objectif du gouvernement chinois est de sortir ces 11 à 13 millions de personnes de la pauvreté avant la fin de l'année prochaine, avant la fin de 2020. C'est l'objectif. Et à peu près au rythme où vont les choses maintenant dans la campagne, etc., je pense on a largement les moyens de les faire sortir de la pauvreté, parce que la structure sociale en Chine est telle que tous les villages ont des connexions avec l'État, avec le gouvernement, avec ça. Donc on peut faire descendre l'assistance publique par ces canaux jusqu'au niveau village. Donc on peut résoudre tous les problèmes. Et les critères de la réduction de pauvreté, en fait, en Chine, sont supérieurs à ceux des Nations Unies. Et d'ailleurs, pour dire, la Chine, c'est le premier pays au monde à répondre à ce qu'on appelle aux critères de développement 2030 et la lutte contre la pauvreté. La Chine a rempli son agenda de 2030. C'est le premier au monde qui a répondu à ce critère-là. Et comme il a dit, je pense que il y a maintenant, si on prend la politique contre la pauvreté en Chine, elle est passée par 3 grandes étapes. C'était après l'industrialisation de la Chine, il y a eu une intervention de donner du travail aux gens. La deuxième, c'était la lutte contre la pauvreté. Et aujourd'hui, c'est l'effacement de la pauvreté. C'est-à-dire c'est ce qu'on appelle l'effacement, c'est la 3e étape. Et je pense que l'agenda c'est-à-dire le planning par le gouvernement chinois, il doit arriver à terme en 2020. Voilà, c'est la dernière année. Mais quand même, il y a un chiffre, une statistique qui montre qu'en Chine, il y a 50% des gens qui vivent à la campagne, tandis que dans un pays développé comme la France, par exemple, il n'y a que 20%. Oui. Alors, comment expliquez-vous? L'année dernière, oui, la Chine était un pays en développement, donc l'urbanisation. Mais si on regardait le mouvement de l'urbanisation en Chine, ça se développe très rapidement. Déjà, il ne faut pas oublier que depuis le début de la réforme et d'ouverture, oui, c'est ça, il y a beaucoup plus de campagnes, il y a beaucoup moins de villes. À l'époque, le taux d'urbanisation était à peine 28 ou quelque chose comme ça. Il y a moins de 30%. Aujourd'hui, le taux d'urbanisation en Chine atteint 54%. C'est le chiffre de l'année dernière, 54%. Mais c'est aussi un avantage pour un pays en développement. Cela veut dire que pour rattraper le niveau d'urbanisation, comme pour arriver au niveau de l'urbanisation en Europe, aux États-Unis, au Japon, il nous reste encore 20% de rattrapage. 20% de rattrapage, c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup d'investissements. C'est beaucoup de choses. Il ne faut pas oublier qu'au début du siècle, George Stiglitz, donc un économiste américain très connu, lauréat de prix Nobel en économie, a dit que finalement, dans la première moitié du XXIe siècle, l'économie mondiale sera marquée par 2 événements importants. L'un, c'est le développement de la technologie liée à l'intelligence artificielle. Et le deuxième événement, c'est l'urbanisation de la Chine.
l'urbanisation de la Chine, l'urbanisation du monde, c'est l'urbanisation de la Chine. Donc l'urbanisation de la Chine aurait des impacts mondiaux, globaux, sur tout le monde, sur l'économie mondiale. Parce que la taille de la Chine est telle, la population est telle, etc. Donc le taux de l'urbanisation en Chine est quelque chose d'importance mondiale. C'est-à-dire, le jour où encore 30%, 38% en fait, non, de Chine... 20%. On est à 54%. Oui. Pour arriver au niveau européen de 74%. Oui, je dis qu'ils déplacent, qu'ils vivent en ville, le monde sera changé à cause de ça. Oui. Bon, moi je voudrais vous donner une image, d'après vos imaginations bien sûr. Un nouveau paysan chinois qui a le même accès à l'eau, à l'électricité, au routier, il conduit une voiture comme les gens de ville, il boit de l'eau propre comme il peut avoir l'électricité comme les gens en ville, et surtout, dans une main avec un téléphone portable et dans l'autre accès à Internet. Alors, imaginons un peu ce nouveau paysan. Que seront sa vie quotidienne? Est-ce qu'il y a encore une sacrée différence entre quelqu'un qui vit à la campagne et en ville, sauf son métier, bien sûr? Non, il y a encore quelques différences, parce que les villes, c'est un centre commercial, culturel, il y a beaucoup de choses. Donc à la campagne, en dépit de la communication, des moyens de communication, on est encore loin de ce genre d'activité, d'échanges culturels, etc. Donc la campagne est quand même le synonyme de... en arrière. Cela dépend, parce qu'il y a une orientation dans les deux sens. Il y a deux bulles différentes, je pense. Ça. Mais en plus, il y a un processus de migration. Les gens sortent de la campagne pour s'installer en ville, et pour cela, nous avons créé le mécanisme de coopérative pour faciliter l'accès des paysans en ville. Donc, si un membre de la coopérative à Sichuan veut rentrer et faire son propre business, créer une petite affaire personnelle en ville, à Chongqing, etc., il peut maintenant. Il peut faire ses affaires en ville, il peut essayer de s'aventurer en ville, mais s'il échoue, il peut retourner dans sa coopérative, il a la priorité d'avoir un emploi, etc. Et à la fin de l'année, il reçoit toujours une dividende. Parce que c'est un membre de la coopérative, c'est comme un investisseur. C'est comme un actionnaire. Donc il a la priorité. Nous avons créé des mécanismes à la campagne pour favoriser une transition plus ou moins facile de l'urbanisation, donc de ces paysans en ville, etc. Donc il y a ce mouvement de la migration de la population rurale en ville, mais dans le sens contraire, il y a aussi des citadins qui ont marre aussi de cette ville citadine, de la ville urbaine, etc., qui donc après la retraite, qui veulent aller à la campagne, qui achètent une petite propriété, etc. Le sens inverse est apparu aussi en Chine. Donc, vivre à la campagne ne signifie plus en retard, mais c'est un autre moyen de vie, c'est une autre mode de vie. Je pense que c'est une autre vitesse. Oui. Ok, bon. Merci beaucoup, merci à tous les deux. C'est très encourageant. Je crois que ces 5 critères d'accès, je crois, ça va changer le visage de la Chine. Merci à tous les deux. Merci aussi à nos chers téléspectateurs. Merci pour votre fidélité et à la prochaine.